Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, une conférence passionnante. Lux Widen, qui est donc doyen du gymnase de Bugnon à Lausanne. Alors, Luc, tu es né à Lausanne en 62, on n'a rien à cacher. Et depuis 12 ans, tu mènes une quête, une recherche, car tu as appris de manière tout à fait hasardeuse que ton grand-père, pasteur dans les Cévennes, puisque tu es d'une famille protestante, a caché pendant la guerre des enfants, des familles juives. Je ne donne pas les détails, bien sûr, c'est toi qui vas pouvoir développer ce sujet. Et tout a démarré avec une petite phrase d'une de tes tantes, et puis après, une découverte passionnante. Et depuis, c'est une recherche merveilleuse. Je tiens à dire aux auditeurs et aux présents que Luc et Nicole sont actuellement à Jérusalem, en Israël. Ils interviennent auprès d'étudiants d'école. Et puis chez Kalita aujourd'hui. Et donc, nous leur disons à l'un et à l'autre, Baruch haba. D'accord. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être là. C'est vrai que c'est un honneur. À chaque fois, c'est un plaisir, un honneur de pouvoir raconter cette histoire. On raconte une histoire passée généralement. Là, c'est une histoire qui a débuté dans le passé. Un passé que nous connaissons tous, c'est la période de l'occupation. Mais c'est une histoire aussi qui ne cesse de se perpétuer, déjà dans la mémoire des jeunes, des moins jeunes que j'ai pu rencontrer ici en Israël. Donc, c'est vrai, été invité dans plusieurs écoles, dans les kibbutzim aussi. J'étais très étonné de l'impact de cette histoire. Je venais très humblement partager une histoire de famille, la transmettre, partager ma solidarité, mon respect envers notre culture juive commune. Ce sont les racines pour moi du christianisme. Et j'ai été absolument stupéfait, bouleversé de la réception qui a suivi nos conférences, nos présentations, jeunes et moins jeunes. Au point que c'est vrai que une chaîne de télévision ici, la chaîne 11, s'est intéressée à cette enquête. Enfin, c'est une enquête. Il faudrait presque que je l'écrive en 2 mots, en-quête, parce que c'est aussi une quête sur mes racines familiales, sur un héritage. Et tout a commencé, c'est vrai, par une parole prononcée par mes tantes, et puis par la découverte d'un objet. Donc avant de lancer le PowerPoint, je vais quand même vous le montrer, cet objet, il est là. C'est un petit carnet retrouvé un jour dans le grenier d'une de mes tantes, une des filles de mon grand-père. Ce carnet est truffé de petites notes manuscrites, aussi bien des horaires de train dans les Cévennes que le budget de la paroisse ou autre, des tentatives de poèmes, et puis un texte sur Purim, des réflexions, des méditations sur Esther et sur Purim. Et j'ai cet objet que je considère maintenant comme un objet transmissionnel, a été vraiment pour moi le catalyseur, l'étincelle de cette enquête, vous allez voir, assez étonnante, pleine de rebondissements. J'en ai pas plus, donc j'ai envie de non pas vous emmener dans une conférence ce matin, mais vous emmener en voyage avec moi. Enfin, c'est un voyage pour moi personnel, un voyage familial, mais j'ai envie que vous soyez aussi dans cette même aventure. Alors si vous êtes prêts, j'ouvre le diaporama et puis nous embarquons. Alors j'espère que vous voyez ce diaporama. Ton peuple sera mon peuple. Je crois que c'était vraiment ça que j'avais très très à cœur dans cette démarche. C'était une démarche d'alliance. C'est vraiment cela. Et ton peuple sera mon peuple. Vous connaissez tous cette parole de Ruth prononcée devant sa belle-maman Naomi. Mais qui était cette parole où vraiment Ruth venait à la rencontre d'un héritage qui n'était pas encore le sien. Il y a eu cette marque d'alliance vis-à-vis du peuple juif. Et cette parole, vraiment, je peux dire aujourd'hui que j'ai faite mienne, elle m'appartient pleinement. Je suis entré dans cette pleine démarche et je crois qu'elle est aussi la démarche qui a accompagné mon grand-père. Voici donc l'objet, le petit carnet vert. Et ce petit objet, ce carnet vert,
était, comme vous le voyez, truffé de ces petites notes. Et j'ai mis quelques extraits de ce que j'ai pu découvrir. D'abord, mon grand-père, pasteur dans les Cévennes, donc il est parti en 1928 pour assister des églises, des paroisses dans la région. Et mon grand-père était très très au fait de ce qui était en train de se passer outre-Rhin. J'ai été très très étonné de découvrir dans des notes qu'il avait prises qu'il était très attentif au sort des pasteurs allemands qui, vous le savez, ont été emprisonnés par Hitler, ont été emmenés dans des camps dans les années 37 et 38 déjà. Des pasteurs qui refusaient de se soumettre au nazisme, qui résistaient aussi par rapport aux lois antisémites. Et je voyais donc ces quelques mots que j'ai mis et glissés sur l'écran. Des centaines de pasteurs d'outre-Rhin reçoivent chaque nuit l'affreuse bastonnade dans des camps de concentration. Et puis au milieu, des notes prises par mon grand-père sur Esther, avec une prise de position de sa part, déjà en 1937-38. Et voilà ce qu'il disait, vous l'avez sous les yeux, il faut regarder aux exemples de la Bible comme Esther, être un moyen de délivrance à une heure tragique, prendre une décision, prête à sacrifier sa vie. Et cette décision, en fait, il la prendra quelques années plus tard. Et j'ai trouvé assez extraordinaire qu'avant même l'occupation, il soit déjà dans cette perspective de se préparer à être une Esther. Vous me direz pourquoi cette conférence, pourquoi ce trajet, pourquoi ce parcours? Eh bien, j'ai l'impression que cette histoire est venue se greffer sur un terrain qui était prêt à la recevoir. De tout temps, j'ai été habité, c'est vraiment le mot que je peux employer, j'ai été habité par l'histoire de la Shoah, habité par l'histoire de la culture juive, comme si, un peu comme Ruth d'ailleurs, ce peuple était mon peuple. J'ai lu tout ce qu'on pouvait lire sur la Shoah. J'ai vu tout ce qu'on pouvait voir sur la Shoah. Et à chaque fois que j'ai lu et que j'ai vu, j'avais véritablement l'impression que ce peuple était le mien et que le destin de chaque individu, martyr, déporté, victime, venait m'habiter. Et encore aujourd'hui, j'en parlais avec une responsable à Yad Vashem cette semaine, j'ai vraiment l'impression de porter en moi chacun des témoignages que j'ai lus. Et chaque souffrance était la souffrance de ma propre famille. Et puis, le terrain a continué de se préparer, d'être labouré quelque part lors de mes voyages en Israël, devant le Kotel. Bien sûr, mon intérêt pour la culture juive, j'ai écrit une petite brochure sur les Moadim et comment vivre les Moadim à la lumière de notre christianisme. Mon rapport aussi organique avec la terre d'Israël. Je dis bien organique parce que parfois je me demande si c'est moi qui ai adopté Israël ou si c'est la terre qui m'a adopté naturellement quand j'y suis venu. Et c'est ce sentiment d'ailleurs, en étant ici à Jérusalem, on dit très souvent avec mon épouse, d'être à la maison. On ne peut pas employer un autre terme que celui-ci. Alors peut-être deux petits dictons qui vous aideront à comprendre la démarche dans laquelle je suis entré. Ce proverbe philippin, celui qui oublie ses racines n'atteint jamais sa destination. Et cette phrase de l'écrivain Alex Haley, qui est l'auteur, comme par hasard, du livre Racines, personne ne peut faire pour les enfants ce que font les grands-parents. Ceux-ci répandent une espèce de poudre d'étoiles sur leur vie. Et je peux vraiment vous dire, mais vraiment en toute humilité, mais aussi en rendant honneur, je crois, à cette culture juive que j'ai fait mienne, que quelque part la poudre d'étoiles qui a été répandue sur ma vie était de couleur jaune, comme la poudre des étoiles portée pendant la guerre. Voilà donc le départ. Une phrase prononcée par mes tantes, alors que je buvais quelque chose avec elles il y a bien 12 ans maintenant. Mes tantes qui sont nées dans les Cévennes à Saint-Jean-du-Gard, et qui un jour me lâchent, mais sais-tu que ton grand-père a sauvé des Juifs pendant la guerre? Et là, tout d'un coup, la grande histoire venait frapper à la porte de ma petite histoire, et cette phrase venait comme se greffer sur ce terrain dont je vous ai parlé précédemment. Et venait quelque part, opérer, créer quelque chose, mettre en route tout un processus dans lequel je suis encore aujourd'hui. Je n'avais que ça. Je n'avais que cette information, ton grand-père a sauvé des Juifs pendant la guerre. Oui, c'est une famille LR, des artistes. Ce qu'on peut te dire, c'est que ces artistes sont partis à New York, leur fils est devenu peintre, et immédiatement, j'ai voulu me mettre à la recherche de ces gens. Est-ce que tout le monde suit? Luc, excuse-moi.
J'invite les Oui. participants à arrêter leur micro, s'il vous plaît. Vous serez invités à rouvrir vos micros lors des questions. Pour l'instant, il n'y en aura que 2 d'ouverts, celui de Luc et le mien. Merci d'avance à tous. Vas-y. Donc je peux repartir. Oui. Voilà. Et je suis donc parti avec cette brève information. LR, New York. Et j'ai commencé non pas la liste de Schindler, mais la liste de Slinden. J'ai commencé à traquer tous les LR dans la région. C'était donc il y a 12 ans de cela. Je notais des numéros de téléphone, je notais des adresses, je téléphonais, j'envoyais des emails pour essayer de voir si ces LR aidés et sauvés par mon grand-père pourraient m'aider. Jusqu'au jour où, un soir, je me suis retrouvé avec une Alexandra LR, habitant Mauriceville dans le Vermont. Je décroche mon téléphone, et j'entends une voix à l'autre bout du fil, vieille dame vraisemblablement, oui, très âgée. Et je lui raconte cette histoire, voilà tout ce que je savais. Mon grand-père aurait sauvé des juifs appelés LR, leur fils s'appelait Peter, est-ce que vous pouvez m'aider? Et voilà que d'un coup elle me répond, mais je suis la femme de Peter. Tout a commencé vraiment. Cette femme était absolument étonnée d'avoir ce téléphone de l'autre côté de l'Atlantique, le petit-fils de cet homme qui avait considéré son mari comme son propre fils d'ailleurs. Elle m'a raconté ensuite qu'elle était revenue avec son époux à Saint-Jean-du-Gard. Et j'ai découvert que Peter avait gardé le contact avec mon grand-père, il avait adressé des lettres que j'ai retrouvées, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Et puis elle m'a mise en contact, Alexandra, avec une cousine. Écoutez, Luc, Peter avait une cousine qui, elle, a été déportée, elle habiterait peut-être à Paris, vous pourrez peut-être la retrouver. C'est ce que j'ai fait immédiatement. Et vous comprendrez maintenant que ma quête est partie de Lausanne, m'a emmené à Paris, à Saint-Jean-du-Gard, bien sûr, à Chambéry. Vous voyez que le voyage va tout doucement prendre de l'ampleur, passant par la Bretagne à Quimper, puis ensuite à Biélavoie et puis à Auschwitz en Pologne. J'ai fait un tour du côté d'Aix-en-Provence, à Jérusalem, où vous verrez que des surprises sont arrivées. New York, bien sûr, avec Mauriceville, pour traquer, essayer de recomposer cette famille, l'histoire de cette famille. J'avais besoin de recomposer ce puzzle. Le puzzle qui met en scène donc la famille LR, ceux qui ont été sauvés par mon grand-père, Hans et Ingrid, leur fils, Peter, leur cousine, Marion Einstein-Vanek, et puis la figure de mon grand-père qui unit tous ces destins, Paul Svinden. Alors il faut aussi que vous compreniez ce matin que tout ce que vous allez voir et entendre est le fruit de mes recherches. Les documents, les photos, les lettres sont l'accomplissement de ces 12 ans de traque. Je n'avais que des mots, 4, 5 mots, quelques informations. Et c'est de manière incroyable, j'ose le mot devant vous, miraculeuse, que j'ai pu retracer et découvrir tous ces éléments. Alors voici donc l'histoire d'Ingrid. Ingrid qui est issue d'une famille aristocrate en Allemagne, et son époux Hans Heller, famille juive. Les deux sont très très habités par le monde musical et ils vont suivre les cours auprès d'un compositeur allemand, Franz Schrecker, juif lui aussi, qui sera directeur de l'Opéra de Berlin, spécialiste de la musique romantique. Et Franz Schrecker va très vite comprendre ce qui est en train d'arriver en Allemagne. Il va comprendre dans sa chair, parce qu'il va perdre sa place de directeur de l'opéra, perdre son poste. Ses compositions vont être, vous le savez, comme pour la plupart des artistes juifs, bannies, interdites. Ce sera extrêmement difficile pour lui. Et au moment où il entend les premiers discours d'Hitler, les lois antisémites, le discours de Nuremberg de 34, de 35, vous savez qu'il y en aura plusieurs. Lors du premier discours de Hitler en 34, Franz Schrecker va être touché dans sa chair. Il va d'ailleurs mourir en 1934. Et ce sera le signe aussi pour Hans et Ingrid de quitter l'Allemagne. Ils quitteront l'Allemagne en perdant tout, quittant une Allemagne qui commence à organiser des expositions présentant, vous savez, l'art dégénéré. Et Hans et Ingrid se retrouvent à Paris, avec ce qu'ils ont pu emmener d'Allemagne, des partitions, des bijoux, et ils vont retrouver un petit appartement à l'avenue de Versailles, et là, ils vont donner des cours de musique. Hans va se mettre au travail, il va d'ailleurs mettre en musique des poèmes de Baudelaire, en particulier le poème Les Aveugles, et il est habité par ce poème, parce qu'il y voit vraiment tout l'aveuglement des nations, la montée du fascisme, et ce voile sur les yeux de ceux qui devraient encore réagir et résister.
Hans et Ingrid vivent une vie, j'ai envie de dire, relativement agréable à Paris. Hans y retrouve bien sûr sa sœur, et Émilie qui est là avec son époux. Émilie et Herman ont un petit commerce de jouets, enfin un petit commerce de jouets assez florissant à Paris. Ils vivent à Paris avec leurs enfants. Hans et Ingrid ont un fils, Peter, et puis il y a 3 petites cousines. Un élément déclencheur que j'ai découvert se trouve dans les mémoires de Peter. Peter a rédigé des mémoires que j'ai retrouvées. J'ai les copies des mémoires à la maison. C'était bien quelques années après la guerre. Et là, il raconte une séquence assez étonnante. Il se trouve dans un square en 1939. Il joue avec ses camarades. Et vous avez sous les yeux cette séquence terrible où tout d'un coup, Peter voit un jeune garçon arriver vers lui en lui criant « Sale juif, je t'aurai ». Il a dû se battre, il a dû résister. C'était la guerre des boutons, mais la guerre des boutons, j'ai envie de dire, tragique à ce moment-là. Et au moment où la guerre se déclare, en septembre 1939, revient en mémoire et revient comme dans une chambre d'écho, en résonance dans la pensée de Peter, ce qu'il avait entendu de ce garçon, « Ça, je t'aurai ». Et jamais, et je l'ai retrouvé dans des lettres, jamais cette parole, « Ça, je t'aurai », ne le quittera. Et pourtant, la vie, malgré ses signes avant-coureurs, est encore assez agréable. Ils vivent à Quimper. J'ai découvert que la famille se retrouvait dans une petite maison qu'ils louaient, avec un très très beau jardin. Et pour l'instant, les choses vont relativement bien. Irma, petite cousine, se retrouve avec Marion et Edwige, ses sœurs, à jouer souvent dans ce parc avec Peter. Mais bien évidemment, la guerre arrive. La famille Heller va devoir partir, j'en parlerai dans un instant. Mais la famille Einstein, les cousines de Peter, vont subir un sort absolument tragique. Et pour comprendre la portée du geste de mon grand-père, j'avais besoin de comprendre ce qui était arrivé à la partie de la famille qui n'avait pas été sauvée. J'avais, au fond de moi, besoin d'honorer la mémoire de ceux qui avaient été déportés, de ceux qui avaient été victimes du nazisme. Et je ne pouvais pas m'empêcher, tout en travaillant sur mon grand-père, travaillant sur la famille Heller, de travailler aussi sur leurs cousins, les Einstein, aujourd'hui Vanek. Et donc j'ai découvert l'errance, bien sûr, de cette famille Einstein dans toute la France. Ils se retrouvent finalement un jour à Chambéry. Vous savez qu'à l'époque, c'était les troupes italiennes qui se trouvaient en Savoie. Et c'est la raison pour laquelle bon nombre de Juifs sont venus se réfugier dans cette région. Et les Italiens ayant une approche un peu plus modérée vis-à-vis des Juifs. Mais les Allemands ont finalement également occupé la Savoie. Et un jour, bien évidemment, la famille se retrouve dénoncée. Les parents se font dénoncer, arrêtés à la gare de Chambéry, dans le sac à main de la maman. Scénario est malheureusement trop bien connu. Une photo de famille, les 3 filles. La Gestapo se rend immédiatement au lycée, arrête les jeunes filles, Marion et Irma, et vont chercher Edwige, la sœur aînée, qui avait trouvé un travail d'assistante médicale. Edwige, vu son âge, se retrouve dans la ville aménagée, quartier général de la Gestapo, interrogée, battue, comme une résistante. La Gestapo est persuadée qu'Edwige doit avoir affaire avec la résistance vu son âge, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc la famille se retrouve à la caserne curiale, et l'enfer, bien sûr, se poursuit. Ces familles qui avaient été dans cette errance, s'étaient retrouvées dans le sud-ouest de la France, qui étaient remontées, changeant chaque semaine de lieu, pensant avoir trouvé un oasis à Grenoble, en quelques jours se retrouvent envoyées à Drancy, que vous connaissez malheureusement trop bien. Drancy, où les conditions sont absolument innommables, et la bascule se fait pour cette famille, et se retrouve dans l'obscurité et l'angoisse des chambres de Drancy, avant d'être déportés à Auschwitz, par cette gare de Bobigny. Et là, je retrouve quelque chose d'assez étonnant. D'abord, les fiches, la liste, et le travail de Serge Klarsfeld est absolument extraordinaire. Et j'ai retrouvé là la fiche de déportation de la famille Einstein. Vous les voyez là sous vos yeux. On y trouve Edwige, la sœur aînée, Herman, Émilie, la maman, et puis Marion Einstein. Je vous rappelle que Marion est cette femme que nous avons redécouverte avec mon épouse, qui est devenue pour nous un membre de notre famille. Et je me rappelle ce premier téléphone fait à Marion. Donc nous étions là en 2010, oui.
De midi, j'appelle Marion à Neuilly. J'entends une voix âgée tellement douce. Je raconte l'histoire de mon grand-père. Je cherche à savoir. Et j'entends cette voix qui me répond: de Monsieur Svinden, depuis des années et des années, j'ai voulu savoir qui était ce Monsieur Svinden. J'ai voulu savoir qui était votre grand-père. J'ai voulu retrouver sa trace. Parce que je sais que c'est par lui qu'une partie de ma famille a été sauvée. Sans lui, je n'aurais plus de famille. Et dans le même convoi qui va emmener la famille Einstein à Auschwitz, quelques wagons plus loin, une certaine Simone Jacob, que je ne vais évidemment pas vous présenter, mais qui n'est autre, vous savez, que Simone Veil. Marion nous a raconté par bribes des moments forts, des séquences fortes d'Auschwitz. J'ai découvert avec elle, par ce texte que je vous cite, cette arrivée absolument indescriptible. Et vous savez, après ces 3 jours et ces 3 nuits de voyage, ce manque d'oxygène, ces conditions désespérantes de voyage, cette lumière qui s'ouvre, cet oxygène qu'on croit arriver, mais la lumière n'est rien d'autre que des projecteurs, le bruit n'est rien d'autre que les aboiements, les sensations ne sont rien d'autre que des coups portés sur les corps et des hurlements. Et je découvre aussi que malheureusement la famille, le père va être gazé dès son arrivée, la maman des 3 petites filles va être embarquée à travailler dans les champs, avec la plus jeune fille, elles vont mourir du typhus rapidement. Et les 2 sœurs vont se retrouver emmenées dans une usine à Langenbiller, au Biała. J'ai retrouvé par hasard des photos de cette ancienne caserne pour officiers soldats allemands, et qui est devenue ensuite un camp de travail où les femmes travaillaient dans une usine d'armement. Chose incroyable, alors bien sûr ce camp va être libéré par les Russes, on parle souvent de la libération, ça n'en était pas une. Et, en écoutant Marion, j'ai découvert que les soldats russes avaient bien sûr libéré ce camp, mais avaient proposé un contrat signé pour toutes les prisonnières de libération à condition qu'elles viennent travailler 5 ans en Russie. Bien sûr, les 2 sœurs se sont échappées, n'ont pas voulu signer ce document, ont marché. Et sur leur chemin, elles rencontrent un homme, un Français, vêtu d'habits prisonnier. C'était sûrement un homme qui avait travaillé dans le cadre de la STO. Et cet homme était originaire d'un petit village de Saint-Jean-du-Gard. Et cet homme avait un morceau de savon, ce qui était un luxe. Il va donner ses vêtements de prisonnier à ces femmes en disant: prenez au moins ma tunique, vous ne passerez pas pour des rescapés de camp, vous passerez comme prisonnières, et cela vous aidera peut-être, cela vous protégera un peu plus. Il va donner un morceau de savon à ces femmes qui vont pouvoir se laver dans la rivière. Il faut imaginer que cet homme était le coordonné du village de Saint-Jean-du-Gard. Personne ne le savait, mais vous allez voir à quel point cette histoire est pleine de rebondissements et de réseaux qui se recomposent. Que se passe-t-il pour les LR? Que se passe-t-il pour les LR, ces compositeurs qui ont échappé au rafle? Eh bien, le père, Hans LR, va être pris dans le cadre de la loi de travail des GTE, donc des groupes de travailleurs étrangers, et j'ai découvert que Hans LR va être embarqué dans le camp de Langlade. Alors, vous avez sous les yeux des documents que j'ai trouvés récemment, avec ces fiches de travail, ces fiches de camp, la fiche qui l'autorisait d'ailleurs à sortir pour une permission. J'ai parlé de miracle. Alors en voici un. Il y a de ça 3 mois, nous étions avec mon épouse dans les Cévennes, de nouveau à faire quelques recherches. Je suis dans une librairie, j'ouvre un petit livre qui parle du camp de Langlade, disant que je trouverais peut-être là quelques informations sur la vie quotidienne du camp qui me permettront de mieux comprendre la vie de Hans Heller Vincent, parce que je n'avais aucune indication. Et voilà que je trouve une gravure au milieu de ce livre. Celui qu'il avait écrit était un peintre qui avait été emprisonné. Et cette gravure m'intrigue, j'ai l'impression qu'elle ressemble à une photo de Hans. C'est celle que vous avez là. Je la photographie depuis la librairie, j'envoie immédiatement la photo à un ami historien en Allemagne qui travaille sur la famille Heller. Quelques heures après, je reçois la réponse: Luc, c'est incroyable, c'est le seul document que nous avons de Hans Heller dans un camp. C'est bien lui, c'est le portrait qui a été fait de Hans Heller par un confrère prisonnier. Donc, j'ai quelque part l'impression que mon chemin dans cette histoire a été jalonné, oui, j'ai envie de dire, d'interventions venant d'en haut, en majuscule.
vécu. Alors voici bien évidemment les différents camps en France, et dont le camp des Milles que vous avez là sur la gauche. Alors le camp des Milles, c'est une histoire assez étonnante, parce que Hans Heller, après le camp de Langlade, va être transféré au camp des Milles. Et vous savez qu'on pouvait quitter ce camp des Milles si l'on bénéficiait d'un affidavit, qui était une déclaration de caution d'un citoyen d'un pays pouvant accueillir un des prisonniers. Et je reçois un jour un coup de téléphone de Jérusalem. Un des miracles, il y en a beaucoup. Je suis chez moi à Lausanne, j'entends à l'autre bout du fil une voix en anglais. Bonsoir, je m'appelle Morderaï. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je sais que vous travaillez sur la famille LR. Je m'étonne. Je me demandais si j'avais pas un pirate informatique qui voulait pirater ma carte informatique de Israël. Mais tout ça m'étonnait. Merci Luc. La suite sera réservée pour l'émission de la semaine prochaine. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.